Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. De retour avec Karim et Joey après, après 2 semaines d'absence, les vacances par ici, c'est ça, les retours d'avion à 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est pas un peu pour ça qu'on n'a pas pu faire ça moi puis Karim, mais là, on le fait pour de vrai, on est de retour sur notre ligne habituelle. On vient justement sur, l'événement du PCQ qu'il y a eu il y a environ 2 semaines, donne-moi le titre officiel, Karim, parce que c'est comme tu dis, c'est pas congrès, conseil général, c'est bien ça? Conseil général, exactement. Conseil général, parce que je ne vais pas me tromper, parce que c'est pas la même affaire, puis justement, Karim va nous en parler, il va nous faire la différence entre les deux, parce que oui, c'est arrivé il y a 2 semaines. J'étais pas présent, comme vous le savez, j'étais à l'extérieur du Canada, mais je vais apprendre en même temps que vous autres, parce que j'ai écouté la majorité des discours qu'il y a eu sur place cette journée-là, puis les interventions, mais le seul que j'ai pas vu, c'est justement les résolutions cadres et les différentes résolutions qui auront passé, puis également les débats que Karim a présidé, entre autres. Fait que on nous fait un résumé de ça aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas présents. Fait qu'on en parle ce matin dans toute liberté. Yes, sir, Karim. Salut Joey. Fait que tu veux qu'on commence par quoi? En fait, on va le premier, parce que c'est ça, j'ai sorti, ben, pour dire un petit disclaimer avant pour les auditeurs, on n'a pas la version finale amendée de tout patent de trucs des différentes propositions. On a la version normale, dont certains, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils ont été votés sans aucune modification. Fait qu'on peut quand même vous les présenter. Mais il y a quelques petits détails ici et là, et Karim va tout vous présenter ça, bien évidemment, s'il a la possibilité de le faire. Fait qu'on va vous présenter un peu ça de l'événement qu'il y a eu environ 2 semaines. Fait que sinon, mais à part de ça, avant de peut-être présenter justement les différentes résolutions, peux-tu nous expliquer un peu le pourquoi du comment qu'il y a un conseil général du parti, de près dans la même veine? Dans les mêmes dates l'année dernière, il y avait eu le congrès général que là, j'étais présent à Lévis. Et là, après le congrès, on est rendu avec un conseil général. Fait que c'est quoi la différence entre les deux, finalement? C'est-tu des pommes et des oranges ou c'est plus proche que ça, finalement? Ah non, non, c'est même plus loin que des pommes et des oranges. C'est complètement OK, fait que différent. des ananas et des tomates, là. C'est ça, c'est pour ça que moi, quand j'ai cherché mon bon ami Joey, là, je me suis pas senti perdu quand je me suis rendu compte qu'il était pas là. Bon, écoutez, là. C'est-à-dire, si c'était un congrès, je me serais dit, mais il faut que Joey soit présent. Mais là, j'ai vu, bah, t'es pas là, c'est correct. J'ai dit, mais c'est un conseil général, c'est pas grave. Bon, tu sais, non, faire sa part, je savais, je Ah, savais que tu étais en vacances, que tu étais à ouais, l'étranger, puis c'est bien correct. ça me frustrait un peu parce que, regarde, sans vouloir rentrer dans mes affaires personnelles pour les auditeurs, mais le voyage, c'est un voyage familial dans le sud avec mes parents que eux autres nous ont invités. Puis c'est la première fois que je voyageais avec mes parents en dehors du Canada. Puis on avait décidé de cette date-là en plein milieu du mois de novembre à l'époque, il y a peut-être 7 8 mois, en pensant qu'il n'y allait absolument rien qui allait se passer durant cette période-là. Puis il fallait que le conseil général du PCQ arrive dans cette semaine-là. Il était bien trop tard. J'aurais aimé pouvoir être présent, mais garde, Mais rendu là pour prendre des non, décisions. c'est bien correct. Puis comme je te disais, là, hors d'onde, tu n'as pas manqué grand-chose. Dans le sens, pas que c'était pas important, mais c'est que, euh, dans le sens, c'est pas là où la politique se joue. Ça dépend. Mettons que tu es quelqu'un vraiment d'organisation au sein du parti, Mm. tu veux absolument être au conseil général. C'est-à-dire, mettons que moi, je n'avais pas été au conseil général, bon, personne n'en aurait vraiment souffert. Dans le sens que, Ben, conseil- t'es quand même le top de la commission politique, là, me semble à moi. oui, non, il fallait que je sois là, on s'entend. Mais, Ouais. mais je comprends. Mais ce que je veux dire, dans le sens, mettons, le conseil général, c'est beaucoup plus un truc de directeur exécutif, de circonscription, de Le squelette, là. vice-président. Exactement. C'est-à-dire, tu as à chaque 2 ans un congrès. Le congrès, ça, c'est autre chose. C'est plus de 90 politique. C'est-à-dire, on est 2 jours et là, on bâtit le programme, on C'est ça. réforme le programme, on améliore le programme. Plus de 90 oui, il y a un peu, là, il y a des conférenciers à gauche, à droite, mais là, on est 2 jours complètement, un samedi puis un dimanche, à s'ostiner sur la politique. Et c'est ça qui bâtit le programme du parti. Fait C'est qu'au deux, lieu d'être un congrès de médecins généralistes, là, on était plus dans un genre de congrès d'orthopédisme.
Ben, si tu veux, En gros, tu peux le voir. on est plus dans le squelette que dans tout le reste du corps, là, tu sais. Je comprends l'analogie que tu fais. Tu peux le voir de cette façon-là. Donc, la façon que ça fonctionnait, il y avait c'est une journée, contrairement au congrès, c'est pas 2 jours. Il y a des conférenciers qui viennent, puis je vais vous dire, là, C'était à Victoriaville en c'était à passant. Victoriaville, dans la circonscription d'Arthabasca. On aura peut-être à la fin de la chronique un débat à savoir est-ce qu'Éric Duhem doit se présenter dans Arthabasca ou Oui, non. ça, j'aimerais ça qu'on en parle à la fin, Ben oui, sérieusement. on Je en serais parlera. de toi dessus, là, tu sais. Ça va me faire plaisir. Euh, Est-ce qu'Éric connaît mon avis là-dessus? Bon, peut-être même pas. Bon, il la connaît un petit peu, mais bon, en tout cas, les auditeurs de Yann et Frank vont savoir peut-être même avant le chef c'est quoi mon opinion là-dessus. En On verra. exclusivité sur Yann et Frank. Exact. On pourra en parler à la fin. Mais tout ça pour dire, le Conseil général, puis c'est super important. C'est-à-dire, au Congrès, c'est vraiment la commission politique qui prend beaucoup, beaucoup de place. Au Congrès, tu as plus la commission organisation, la commission des coms, c'est-à-dire, et le directeur exécutif, c'est bon, il y a des sessions à savoir comment sélectionner les futurs candidats. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'à la dernière campagne électorale, faites juste vous imaginer, il n'y avait tellement pas de structure à l'intérieur du parti. C'était Éric Duhem qui partait, qui faisait le tour du Ah Québec. oui, il était en mode speed dating, pas à peu près, là. Ben non, c'est ça. Le temps, le temps nous manquait pas mal. Fait juste imaginer, le chef, théoriquement, c'est pas sa job. Oui, il peut avoir un droit de veto. Il faut qu'il y ait un droit de veto. Il faut qu'à un moment donné, s'il y a un candidat qui veut absolument, là, qu'il puisse dire OK, je veux ce candidat-là. Mais c'est pas au chef à aller se promener partout en province pour sélectionner les candidats. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire que lui. Non, c'est ça, là, l'organisation est nouveau, là, tu sais, c'est sûr et certain qu'un parti comme le PCC au fédéral, je vous confirme que oui, Poilievre, peut-être qu'il rencontre certaines candidatures, mais c'est pas lui qui fait la majorité du recrutement, on Ben s'entend, non, là? parce que tu veux que le chef il ait l'esprit clair, puis tu veux que lorsqu'il arrive devant les médias, tu veux qu'il étudie le programme, qu'il connaisse le programme sur le bout de ses doigts, qu'il C'est connaisse la ça. façon de parler sur le bout de ses doigts. C'est vraiment ce que tu veux là, du chef et qu'il soit capable de défendre ses idées. Mais pour ça, il faut qu'il ait les idées claires. Si dans sa tête, il se dit, OK, ben moi, là, je viens, tu sais, il arrive tout essoufflé de la Côte-Nord pour aller voir quelqu'un. Puis là, il arrive à LCN ou à Radio-Canada en entrevue. Puis là, il a dans sa tête qu'il faut qu'il appelle un futur candidat le lendemain. C'est là que tu vois qu'il y a une organisation qui ne fonctionne pas. Mais ça, c'était correct à l'époque parce que le parti n'avait pas de budget. Le parti, c'était un nouveau parti qui était en train de se construire. Ouais, on est en mode Maintenant, jus de bras pas mal. Maintenant, on n'est plus là. On n'est plus là du tout. Il y a vraiment une organisation pour la sélection des candidats. Et ça ça a été discuté au sein du Conseil général. Ce qui ne sera pas discuté au sein du Congrès. Ça, c'est vraiment le Conseil général. Maintenant, l'aspect digital en dessous. C'était l'aspect digital / numérique. C'est quoi le site web? C'est quoi le portail qu'on va utiliser pour les militants, pour ceux qui vont participer? Ça, il y a eu également une séance uniquement là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment de l'organisation. Le gars d'informatique a parlé, le directeur exécutif a parlé par rapport à ça aussi. Ouais, Donc, avec ce qu'il y a eu, avec l'histoire de Coaliste, puis l'affaire de Sylvain Lévesque, j'assume que ça a dû rentrer dans la conversation puis dans les débats, là, tu sais, sachant que je comprends que c'est un programme qui est utilisé uniquement par la CAQ, là. C'est pas comme une affaire que tu peux acheter puis qu'on le ramasse nous autres aussi, là. Je pense même que les libéraux ont le propre programme, le propre logiciel aussi pour le truc de recrutement puis les données puis tout ça. Mais donc ça avait fait partie de l'actualité des dernières semaines aussi un peu. oui, exactement, mais ce qui était présenté, c'est quelque chose de différent, là. Puis, ceux qui sont vraiment intéressés à s'impliquer à travers le PCQ, ceux qui ils vont avoir accès à ce portail-là, qui est encore en développement, mais qui fonctionne là, graduellement à l'heure actuelle. Good. Donc, tout ça pour dire, on est à des années-lumière de ce qu'on était en 2022. Là. C'est complètement différent sur le plan de l'organisation. Puis, tu sais, je tiens à. Tu sais, je peux pas, sur la place publique, nommer beaucoup de noms parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui ne veulent pas nécessairement que leur nom soit nommé. Mais je tiens quand même à tirer mon chapeau à Patrick Bégin, qui est le nouveau directeur exécutif, très solide, là, vraiment. On voit que sur le plan du professionnalisme, puis c'est pas une flèche que je lance aux anciens directeurs exécutifs, tout le monde a sa place à chaque moment
dans la création d'un parti. Certains sont capables de donner à certains moments, d'autres mieux à d'autres moments, moins bien à d'autres moments. Ouais, il y en a Mais une en particulier que je nommerai pas qui a été plus pas si bénéfique que ça, mais ça, j'ai des petits problèmes personnels avec, mais je porte ça, c'est un autre sujet complètement, puis j'ai pas le goût de mettre ça sur la place publique. ouais, Ceux qui me connaissent puis connaissent c'est ça, qui savent de qui je parle, là, mais c'est ça, ça va rester comme ça. je sais même pas de qui. Oh, ouais, je sais que tu le sais. mais, Regarde, mais ici, c'est du mais ici, c'est passé de un, toute façon. mais ici, c'est un chat. Vraiment, je tire mon chapeau à Patrick parce que Ouais, 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 on vraiment. voit qu'on est dans une dynamique complètement différente maintenant. Il faut rappeler, Patrick Bégin, c'est qui? C'était le gars qui était quand même au-dessus d'Éric Duhaime et de Patrick Lagacé à Cogeco à un moment donné. Donc, quand tu es capable de gérer les deux gars en même temps, ouais, ça veut dire probablement que tu es capable d'en gérer beaucoup, disons. Ce qui fait en sorte que sinon, c'est un gars qui fait l'unanimité jusqu'à présent. Et il est très professionnel dans son approche, qui fait en sorte que ça, c'est vraiment le bon côté. Puis moi, j'aimais ça un peu parce qu'au dernier congrès, c'est sûr que quand tu es président d'une commission politique, puis tu arrives dans un congrès, tu n'as pas les deux pieds sur le pouf. Tu es toujours sur le qui-vive parce que chaque proposition tout croche qui va être ramenée d'une circonscription, ben ton rôle, il faut que tu ailles la battre absolument parce que sinon, ça nuit au parti. Donc là, je n'ai pas vraiment vécu ça. C'était plus smooth de mon côté et j'ai pu assister à vraiment regarder un peu l'organisation du parti. Et je peux dire que ça s'est grandement amélioré. Je ne le dirais pas. Hein. C'est-à-dire, et je vais avoir certaines nuances à amener plus tard là, dans notre chronique. Moi, j'ai toujours dit à les auditeurs de Yann et Frank, je vais être honnête, là, dans la mesure, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler, mais je ne dirais pas que quelque chose se professionnalise. Si ça ne se professionnalise pas, j'en parlerai juste Non, pas. c'est ça. Ben, tu sais, Mais t'es bien des choses, Karim, mais un bullshiteux, t'en es pas un. non, vraiment pas. C'est Vraiment pas. ça. Donc, ici, vraiment, sur le plan de l'organisation, ça se professionnalise. Puis ça, j'ai été grandement euh, euh, content de ça. Il y a eu également, dans un conseil général, tu amènes des conférenciers. Il y a eu une conférence de Marc Bellemare. Je pense que la majorité des Ouais, je l'ai auditeurs écouté. doivent le connaître. Marc Bellemare, il amenait c'était pas nécessairement dans le thème, parce que le thème du Conseil général était plus celui de l'économie. Vous allez le voir, on va vous présenter la résolution cadre. Mais il amenait quelque chose qui manque un peu au parti, puis c'est celui que tout parti conservateur doit amener de l'avant d'une certaine façon, sans être démesuré là, sur cet aspect-là. C'est l'aspect de la loi et l'ordre. Mhm. C'est sûr que c'est plus fédéral lorsqu'on écoute la conférence de Marc Bellemare. Elle est plus appropriée, entre guillemets, je dirais, à un gouvernement fédéral parce qu'il parle beaucoup. Euh, il y a pas, Code criminel, il puis parle beaucoup du code criminel, exactement. Euh, Lorsqu'on parle des réformes, mettons, lui, il est beaucoup là, dans sa pratique par rapport aux réformes de la responsabilité civile par rapport au code de la route. Ça, c'est plus de dimension provinciale, mais c'est pas ce qui a amené de l'avant. Dans sa conférence, c'était beaucoup des choses par rapport aux peines minimales. Faire en sorte que les juges, de ne pas donner pour certains crimes la possibilité aux juges de déterminer, pouvoir donner une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, mais d'exiger des peines minimales. Ça, c'est plus fédéral, disons. Le gouvernement du Québec n'a aucun pouvoir par rapport à ça, mais c'était quand même intéressant ce qui amenait de l'avant et c'est sujet à discussion, disons. Est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux juges, moins de pouvoir aux juges, plus de pouvoir à la Chambre des communes ou plus aux juges? C'est vraiment sujet à débat. J'en ferai pas une chronique en soi. Marc Bellemare a parlé beaucoup de ça. Pour ceux qui sont intéressés, il est très calé sur le sujet, malgré que ce n'est pas un avocat criminaliste, mais sa conférence était intéressante et portait à réflexion, disons. puis c'est un des rares politiciens qui a eu vraiment de l'intégrité quand il est arrivé au pouvoir. Et si tu fait élire avec sur le gouvernement de Jean Charest C'est vrai. au début des années 2000, lui, il voulait vraiment faire des réels changements puis des réelles réformes dans le système de justice. C'est ce qu'il avait promis Jean Charest. Il est arrivé dans la machine. Il a vu clairement que de un, le PM n'était pas derrière lui, puis de deux, que la machine voulait absolument. Il n'y avait aucun pouvoir de changer ça, puis la machine était monolithique, puis le gars, il aurait joué le canard boiteux pendant 4 ans. Il a dit ciao bye, j'ai pas de temps à perdre avec ça, puis il a sacré son camp.
Ouais, C'est exactement. Il voulait très vraiment. c'est un des très rares qui a fait ça. Beaucoup Ouais. sont ils s'assisent sur le chèque, puis ils se gardent ils coupent des rubans, puis c'est ça, ils font semblant de faire de quoi comme bien des ministres avant eux autres, mais lui, il a assez d'intégrité pour dire que je gaspillerai pas le temps des citoyens et des citoyennes à être un faux nez, puis à rien foutre, juste en ramassant le cash de la population, je vais retourner travailler. Ouais, Puis c'est ça. ça, sérieusement, il mérite tout mon respect pour ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Marc Bellemare avait été un peu l'instigateur de la commission Bastarache. C'était quoi Mmh. la commission Bastarache? Pourquoi on l'appelle Bastarache? 2010, ouais. C'était le juge à la retraite, Michel Bastarache, le juge à la retraite de la Cour suprême qui avait été nommé par Jean Charest pour présider la commission qui s'appelait la commission Bastarache. C'était par rapport à la nomination des juges, parce que Marc Bellemare avait sorti publiquement en disant qu'il était soi-disant pas d'accord avec le processus de nomination des juges, qu'il y avait trop de partisanerie politique. Et là, c'est sûr qu'il est supposé d'avoir une muraille de Chine entre le judiciaire et le législatif. Et l'exécutif. Et l'exécutif. On s'entend au Québec, le législatif, on est dans un système parlementaire britannique, donc législatif et exécutif, c'est mêlé ensemble. C'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est pas comme aux États-Unis parce que Ah, c'est la même affaire dans le sens que c'est l'exécutif qui gère le législatif alors que ce serait censé être séparé, puis le judiciaire, c'est le seul et rare contre-pouvoir qu'on a, mais le problème, c'est que c'est rare qu'on l'entend. Fait que ben, c'est surtout ça le problème. Et le judiciaire est nommé il est nommé par l'exécutif parce qu'il est nommé par le ministre. Mais ça, c'est comme ça à peu près C'est comme le partout au monde. recyclage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Mais comme ça, merveilleux. mais la nomination des juges qui est faite par le politique, c'est comme ça à peu près partout sur la planète. Donc, Ouais. il y a là de changer ça, ça devient assez compliqué. Puis il y avait eu la commission Bastarache et bref, le Marc Bellemare c'est là qu'il avait dévoilé que lui était là pour faire des réformes en profondeur, puis il n'était pas là pour nommer des juges. Et finalement, les conclusions du commissaire, ça a été que le Québec, dans sa nomination des juges, c'est un des meilleurs systèmes au monde, mais il devrait s'améliorer, puis il avait émis quelques recommandations. Tout ça, c'était une parenthèse sur la commission Bastarache. Bon. C'était pas le sujet de la chronique, mais quand même, Bon, juste une petite pour... parenthèse. Exactement. Donc, il y a eu également un sénateur conservateur, j'oublie toujours son nom, qui a fait une conférence qui était très intéressante, plutôt sur Ah, Léo Zakos. oui, exact. Sur l'aspect, c'était très libéral classique, là, la façon dont il a parlé. Donc, ça rejoignait là, quand même là, les valeurs du parti. Donc, ça fait partie du conseil. Ben, je suis content en même temps aussi que de plus en plus, puis là, ben, anyway, les conservateurs fédéraux sont pas fous, là. Ils se rendent compte que la CAQ, à moins d'un miracle du Saint-Esprit descendu du ciel, ils vont se faire oblitérer aux prochaines élections. Si la tendance se maintient, bien évidemment, prenez pas mes mots pour du cash. Mais justement, et c'est la critique qu'on a faite souvent à NF1, qui n'est pas les seuls, mais il y en a plusieurs qui le font, c'est que là, il va falloir que. Autant que je comprends, pendant longtemps, la CAQ était comme la seule alternative dite de droite, même si c'était très mou, là, en comparaison des autres partis. Pour le Puis, PCC, le Parti conservateur du Québec, c'est la CAQ. Ça, ouais, c'est ça. à Parce que part justement, certains du PCC, mais surtout au Québec, il y a une très grande réticence au PCQ. Et le Parti conservateur, c'est la CAQ pour eux. c'est ça, parce que majoritairement à cause du caucus conservateur fédéral québécois, qui est Exact. majoritairement des Red Tories, puis que c'est pas mal des caquistes Tout à fait. fédéraux, je veux pas être méchant, là. C'est des Tu sais, caquistes. il y en a, C'est des il y en a qui pas sont de mieux que CAQ. d'autres, mais c'est ça, selon moi, j'ai déjà vu des gens plus conservateurs que ça. Et là, j'ai l'impression que tranquillement, mais justement avec la présence de Ousaka, c'est quoi que ce soit, tu sais, que de plus en plus, avec la CAQ qui va dégringoler, s'il y aurait finalement un chiffre qu'enfin le PCC pourrait reconnaître son petit frère québécois qui est le PCQ, qui commence à prendre du galon comme étant sans nécessairement avoir un lien organique, mais tu sais, comme sa branche sœur officielle, puis avoir enfin du soutien officiel sur le plancher fédéral, ben, ça serait un Christy de gros bout. Ben, c'est indispensable, tant qu'à moi, parce que à partir du moment où le parti de droite au Québec c'est considéré comme étant la CAQ, le PCQ est considéré comme étant en dehors de la fenêtre d'Overton. C'est ça. Et lorsque tu es en dehors de la fenêtre d'Overton, et à tort, là, malgré que quand tu lis, personne lit les programmes, personne lit les plateformes.
C'est juste une idée. Et même les chroniqueurs, même les journalistes, combien ont vraiment lu les programmes des partis? Je pense que c'est infinitésimal. On écrit ça, on se force à écrire ça. C'est quelques mots que le chef dit, qui va être retenu, puis quelques mots qu'un autre chef va dire, puis il y a un melting pot à travers tout ça. Et en ce moment, dans la tête de l'establishment journalistique, de l'establishment médiatique traditionnel, le Parti de droite au Québec, c'est la Coalition Avenir Québec, dirigée par François Legault, et le Parti conservateur du Québec est en dehors de la fenêtre d'Overton. Et c'est la même chose, et c'est pour cette raison-là que le PCC ne veut pas avoir de lien avec le PCQ. Là tu as un sénateur qui a accepté de le faire, mais c'est difficile. C'est très difficile. Puis il va falloir switcher ça. Il va falloir être en mesure de faire en sorte que, oui, on soit reconnu. Est-ce que l'effondrement de la CAQ va faire en sorte, si elle s'effondre? Parce que là, selon les prédictions de Jeff Fillion, Mario Dumont va devenir le chef de la CAQ. Et la CAQ va avoir 95 députés. Bon, ben Ouais, c'est ça. À partir de ce moment, j'ai de la misère à croire à ça. j'ai de la misère à croire à ça aussi. En fait, c'est un oui puis non. Dans le sens que Mario, le jour qu'il avait rejoint Québécois, il doit faire peut-être 10 ans de ça, je ne sais plus quand est-ce. Il était comme en mode, OK, Un peu plus que 10 ans. politique no more, c'est terminé. Et autant que le Mario de l'ADQ n'est plus le Mario qu'on a aujourd'hui, surtout pas depuis la crise covidienne. C'est très embourgeoisé, c'est très médiatisé, pas dans le sens qu'il écoute plus des médias, mais c'est très médiatisé dans l'empire médiatique. Le fait qu'il revienne et qu'il dirige la CAQ comme un genre de parti sans trop d'identité, de gouvernement, pour la personne qui est devenue, ça, je suis pas tant surpris. S'il irait pour de vrai. Mais le fait qu'il décide de vouloir y retourner, parce que, tu sais, les boomers de l'époque, puis les centrales syndicales l'ont quasiment traité comme un moron, puis autant que à l'époque de la DQ, c'était quasiment si Mario Dumont devient premier ministre du Québec, c'est quasiment le retour des femmes au foyer. C'est pour ça que je me dis, autant boomer, votre boomer, mais à un moment donné, boomer, Mario Dumont, il l'aimait pas, là. Et même si tu le mets à la tête de la CAQ, je sais pas tant s'ils vont, tu sais, je pense pas que la madame, dans l'annonce, elle va dire Mario Dumont, on l'aime, il est comme nous autres, il est humble. Pas sûr qu'il dit ça que Mario Dumont. Avec Legault, c'est une affaire, mais Dumont, je suis pas sûr. Là, on est quand même dans des trucs fiction parce que. Autant il paraît qu'il est à LCN quand même. Il est dans TV tous les jours. Peut-être les petites madames, ils l'aiment. Je pense que si le type retournait en politique, il pourrait vraiment faire bouger l'aiguille. Je pense que oui. Oh, oui, ça aurait un effet. Jusqu'à quel point? Puis s'il retournait, ce serait probablement à la CAQ. Je le verrais pas vraiment ailleurs, honnêtement. Non, il serait pas aussi ce serait mais bon, j'ai rien vu, là, à part ce que Jeff a dit. J'ai rien vu qui a sorti de rumeurs par rapport à ça. Donc, laissons ça de côté un petit peu et disons que la CAQ va s'effondrer. OK? Semi-s'effondrer, disons, avec François Legault qui s'affaiblit parce que c'est quand même une coalition qui est autour. C'est quoi l'identité de la CAQ? Puis là, on va en venir à la résolution cadre parce qu'un parti, ça y prend une identité. Ouais. L'identité du PQ, c'est assez clair, c'est le référendum. C'est un parti référendiste. C'est le référendum. C'est assez clair. En tout cas, on va le voir. On va le voir dans pas long si la CAQ bleue sur nous peut s'effondrer. Fallait que je la plug. Ouais, ben, la politique cadre, je la mets à l'écran pour les auditeurs à l'instant. Exact. C'est un peu exact. Donc, ça c'est la résolution cadre qui a été adoptée au Congrès. Il y a juste un petit amendement qui a été émis. Je te dire, après les contribuables, tu ajoutes et les entreprises, là, mais c'est quelque chose de mineur, donc c'est pour ça que je me permets de la présenter. C'est ça, résolution cadre, parce que le parti du contribuable et des entreprises qui aurait été rajouté, mais qui n'est pas inscrit sur la... Exactement, fait que tu la vois mieux que moi parce que l'écran est trop loin là, de mon visage. Mais, exactement, mais tu peux lire ce que tu veux là-dessus. Oui, mais juste pour l'introduire, c'est-à-dire, c'est quoi une résolution cadre? Il faut comprendre, c'est un conseil général, c'est pas un congrès. C'est-à-dire, une résolution cadre, c'est quelque chose qui décrit l'identité d'un parti. Ce n'est pas exclusif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui... Ça ne veut pas dire qu'il
ce qui est présenté au sein de cette résolution cadre-là est exclusive et le Parti conservateur ne parlera pas d'autres sujets. Bien sûr que non, on va parler de bien d'autres affaires. Mais ça, c'est vraiment l'identité profonde. Et c'est un parti qui est centré beaucoup autour du contribuable, du payeur de taxes, de l'économie et de l'équilibre budgétaire, de l'équité intergénérationnelle par rapport à la dette et de l'efficacité de l'État. C'est-à-dire que le contribuable qui paie des taxes, qui paie des impôts, c'est fondamental que ces taxes et ces impôts-là soient utilisés avec la meilleure efficacité, la meilleure efficience possible. Là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, on savait déjà ça. Non, non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste, là, le chef s'en aller puis dire, nous, on fait ça. Il faut que ce soit voté démocratiquement par tes membres. C'est ça. Et jamais il n'y a eu rien au sein du Parti conservateur du Québec, une résolution cadre qu'on a fait voter démocratiquement, que les membres ont accepté et qui ont dit, OK, on accepte de s'en aller dans cette direction-là, ça fait du sens. Donc, elle est là à l'écran, la résolution cadre. Oui, donc ça va comme suit. Entendu que le Québec est gouverné par des politiques interventionnistes depuis plus de 50 ans, entraînant une lourde bureaucratie et une augmentation constante du poids des impôts et des taxes payés par les contribuables québécois, les Québécois paient des impôts et des taxes parmi les plus élevés en Amérique du Nord, tout en recevant des services publics, notamment l'accès aux soins de santé, de moins en moins satisfaisants. Le modèle québécois de gouvernance est à bout de souffle et ne répond plus efficacement aux besoins réels des citoyens. Ce modèle entraîne un endettement croissant, imposant un fardeau injuste sur les générations actuelles et futures. La transition énergétique se focalise de manière excessive sur des projets coûteux de production de batteries et une électrification des transports à marche forcée, sans véritable consultation, créant un alourdissement fiscal pour les contribuables, tout en négligeant les options de diversité énergétique. Les partis actuellement représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas le courage de proposer des réformes significatives de la fiscalité, de réduction de la taille de l'État, ni d'ouvrir à la concurrence le monopole des services publics pour redonner plus de liberté et de pouvoir d'achat aux Québécois. Et pour accomplir sa mission essentielle, l'État doit être adéquatement financé par des impôts et des taxes qui ne découragent pas l'investissement et le travail. Il gère les impôts des Québécois comme gestionnaire des fonds publics, en s'assurant que les finances publiques soient administrées de façon saine, que ces budgets soient équilibrés et que la dette du secteur public reste à un niveau raisonnable par rapport à la capacité de payer des citoyens. Donc la résolution se poursuit comme suit. Exact. Et là, c'est vraiment, ça, c'était les attentes du cas, c'est-à-dire dans les attentes du cas. Et c'est pour ça que s'il y a des auditeurs de Yann et Frank, là, qui sont des militants du parti puis qui veulent proposer des propositions, ça, c'est un bel exemple de proposition, c'est-à-dire les attentes du cas, c'est super important. Quand vous me soumettez comme président de commission politique les circonscriptions, pour que j'accepte une résolution, il faut que, avant de proposer, puis ça, on l'explique à l'interne, mais j'en profite là, pour l'expliquer, c'est-à-dire, il faut qu'on comprenne la rationnelle en arrière. C'est pas juste, ça, c'est pas juste genre, je veux que tu coupes ça. Non, c'est comme si tu disais, mettons, je veux que l'entièreté du système de santé soit privatisée. C'est pas ça qu'on veut, puis là, je caricature ultra, mais c'est pour faire ultra simple. Mettons, tu veux faire une proposition, je veux que l'entièreté du système de santé soit privatisée au Québec. OK, mais il faut que tu dises, sachant que le système public, c'est de la merde, et sachant que je propose, Bien évidemment, je caricature et je fais ça ultra court, mais vous comprenez un peu le principe. Exact. Fait que c'est un bon outil, là, c'est-à-dire, c'est comme ça, puis c'est un peu le même principe en sciences, là, puis en sciences, on développe encore plus. Mais tu sais, la rationnelle sous-jacente, et après ça, il est proposé que bang, bang, bang. Puis là, on arrive. C'est ça. Les projets de loi sont inscrits similaires en passant. Hein? C'est dans différents articles, fait que c'est pas nouveau non plus. Bon, la résolution va comme suit. Il est résolu que le Parti conservateur du Québec modernisera le modèle de gouvernance actuel de l'État québécois vers un gouvernement allégé, efficace au service des citoyens. Le Parti conservateur du Québec sera le parti du contribuable et des entreprises, on va le rajouter, en prenant des mesures concrètes. J'ai fait 2 PEC avec les modifications. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que l'amendement, puis ça, vous allez l'avoir sur le site web, et des entreprises, absolument. C'est ça. Bon, je vais leur lire. Le Parti conservateur du Québec sera le parti du contribuable et des entreprises en prenant des mesures concrètes pour réduire les impôts, éliminer les taxes inutiles et simplifier le système fiscal afin que chaque Québécois puisse conserver une plus grande part de son revenu. Le Parti conservateur du Québec, après ça, c'est normal hein, qu'ils disent tout le temps PCQ. Absolument. Des projets-là, c'est tout le temps, mettons, le gouvernement s'engagera ou des affaires dans même, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne.
Non, mais je vais redire, mettons, le PCQ défendra le droit des citoyens à choisir librement ce qui est de mieux pour eux et leurs familles, notamment en matière de santé, d'éducation et de mode de transport. Par exemple, le PCQ réaffirme son engagement envers le principe de mon char, mon choix en permettant aux Québécois de choisir leur mode de transport sans subir des coûts additionnels imposés par l'État. Le PCQ entreprendra un assainissement responsable des finances publiques pour réduire la dette provinciale et garantir que le Québec vive selon ses moyens afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les générations futures et l'avenir économique de la province. Ça continue. Le PCQ sera le parti de l'exploitation de nos ressources naturelles, incluant le gaz naturel et l'uranium, en respectant les normes environnementales des plus élevées. Le PCQ Ça, vous avez un ouvrira. scoop avec l'uranium. Ouais, moi tout, je l'avais pas vu popper avant l'uranium. Je suis C'est ça, c'est nouveau. Ben, tant mieux, parce que c'est ça quoi. On est quasiment le pays qui a le deuxième plus gros gisement Tout à fait. d'uranium, le Canada, fait que de sa planète, fait autant en profiter. Surtout en plus, le nucléaire devient de plus en plus populaire. Le PCQ ouvrira à la concurrence le maximum de services publics, notamment la santé, afin que les Québécois aient accès à des services répondant à la diversité de leurs besoins à un coût raisonnable et dans des délais acceptables. Et le PCQ favorisera une gestion responsable des deniers de l'État québécois et des projets de développement économique en mettant fin aux dépenses massives dans des programmes de subvention aux entreprises afin de privilégier des initiatives qui stimulent réellement la création de richesses et d'emplois pour tous les Québécois. Exact. Et ça paraît de rien, mais il y a beaucoup de jobs en arrière de ce truc-là. Oh, oui, clairement. Là. C'est une question de formulation. C'est autant on a les idées, Ouais. mais comment le formuler dans la manière la plus claire et concise possible, c'est toute une job de moine. Là. Exact. Et ça, quand je l'ai écrit, c'est-à-dire, puis j'ai été aidé aussi, là, Ouais. mais tu sais, quand j'ai écrit cette affaire-là, à chaque fois, parce qu'il faut que tu penses, là, tu te menottes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu écris quelque chose comme ça, puis c'est voté démocratiquement par tes membres, ben nous autres, on ne peut pas vous arriver avec une taxe sur l'essence. Tu comprends? Non, vous êtes Parce que pogné dans avec la, les. parce que dans la résolution cadre, ça ne fit pas du tout. On ne pourrait pas non plus arriver avec le fait, soudainement, on n'exploite plus le gaz. Ça ne pourrait pas arriver. Donc ça crée une identité autour du parti, mais ce n'est pas exclusif. Là, il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire en me disant, oui, mais la question constitutionnelle, l'autonomie, bien sûr que c'est important. Bien sûr que ça va être une des questions de l'urne. Et oui, on va se prononcer là-dessus. C'est clair. Cependant, est-ce que parce qu'à un moment donné, si tu rentres l'autonomie, je pense, on a quand même fait des focus group, on a quand même Il y avait fait. eu, il y avait eu un mandat clair au dernier congrès pour ce qui est vraiment de la question de l'autonomie du Québec puis pour le Absolument. PCQ. Fait que c'est pas. On en a déjà un, tu as tout à fait raison. Il y avait un mandat clair par rapport à ça. Donc, le fait de le ramener au conseil, c'est plus ou moins important, mais il va falloir avoir une politique là, très claire par rapport à l'aspect de l'autonomie. Mais tout ça pour dire, c'est pas exclusif, ça veut dire qu'on a le droit de parler d'autre chose. Mais ce qui est là, ça détermine là, en grande partie l'identité du parti. Et ça a été voté démocratiquement. Donc, partie de l'économie, partie de l'État qui gère bien les finances, volonté d'avoir un équilibre budgétaire, de ne pas endetter les futures générations et de s'enrichir également via Puis, les ressources naturelles. c'est chiant parce que. Puis regarde, je vais essayer de faire ça ultra rapidement, mini parenthèse encore une fois, mais c'est ça que c'est le fun avec. On dirait qu'avec Karim, on dirait que je garde toutes mes parenthèses avec lui, mais c'est lui qui m'amène les idées et les sujets, des fois, pas le choix. Mais je vais faire ça assez court, c'est que la question de parti autonomiste, là. Parce que là, depuis que la CAQ fait une job de schnout depuis qu'elle est au pouvoir, beaucoup de partis, principalement des partis souverainistes ou même fédéraux, en fait, toutes les partis opposés à la CAQ, finalement, disent que vous voyez, l'autonomisme, ça marche pas. Ben, c'est surtout les souverainistes qui disent ça, mais c'est malgré que c'est assez partagé. L'autonomisme, ça marche pas. C'est de la merde. Voyez-vous, la CAQ, ils ont promis la vision autonomiste, puis regarde, on est encore pire que ce qu'on est aujourd'hui. J'apporterai une nuance. Est-ce que la CAQ fait une job de merde présentement? Absolument. Mais le problème, c'est en tant que gouvernement autonomiste, elle s'est proclamée telle qu'elle, mais elle n'a jamais fait nécessairement ce que ça entendait. C'est quand Ouais. justement un gouvernement autonomiste s'en va dans les autres provinces canadiennes pour parler, pas juste Doug Ford en passant, tous les autres, là. Puis tu signes des alliances, puis quand tu vas négocier, tu négocies en gang et pas tout seul. Puis tout le monde Exact. fait le deal. T'es pas séparé, de ça. De deux, un gouvernement dit autonomiste ne garoche pas du cash en quantité industrielle sur tous les Christi de problèmes qui tombent sur le nez
dans le simple principe de vouloir fermer la gueule aux gens qui te critiquent en lui mettant tellement de cash dans la bouche qu'ils ne peuvent plus parler. Ça non plus, il y a ça. Fait que je vois pas ça comme une faille de l'autonomie, je vois plus ça comme une faille d'un parti qui s'est donné cette étiquette-là, mais finalement n'a rien fait d'autonomiste. C'est spécial à dire, hein, mais. C'est intéressant. Là, je vais apporter une nuance là-dessus. Moi, je le séparerais en deux aspects, OK? C'est-à-dire l'aspect constitutionnel puis l'aspect puissance de l'État, OK? Ouais. C'est-à-dire, lorsque tu regardes puissance de l'État, c'est-à-dire tu veux un peuple qui est fort, tu veux un peuple qui est riche, tu veux exploiter tes ressources, tu veux avoir des alliés géopolitiques, et ça, en exploitant tes ressources, ça t'aide. Tout ça rencontre beaucoup plus le PCQ. C'est-à-dire, mettons, un PCQ au pouvoir pendant 10 ans, tu as un État qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus performant, c'est clair. Et ça va t'aider à être autonomiste parce que si tu es capable de te sortir de la fameuse péréquation, et si tu es capable, tu sais, quand le chancelier allemand est venu ici, puis il est allé voir Justin Trudeau, puis là, il a demandé, ouais, on aurait besoin de gaz naturel. Et là, qu'est-ce que M. Trudeau, il a dit, ben, on pourrait peut-être vous donner de l'hydrogène vert à un moment donné. Puis là, il a dit, ouais, mais c'est pas vraiment ça que j'ai de besoin, là. Fait que là, il est allé voir François Legault, puis François Legault, il a dit, bon, on va vous donner de l'aluminium vert. Là, il a dit, mais dans quel monde je suis arrivé, là, moi? Mais ça me t'arrive, tel chancelier allemand arrive et dit, est-ce que je pourrais avoir du jus d'orange, s'il vous plaît? Oh, il sert des asperges. Non, c'est ça. Puis lui, C'est il dit, ça. et là, lui, probablement qu'il a regardé ses conseillers, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que vous m'avez amené foutre ici, là? Ils ont des réserves de pétrole, de gaz naturel. Parmi Ils les foutent plus rien avec. Et ils foutent rien avec, puis ils veulent rien foutre avec, ils veulent même pas faire d'alliance. Bon, donc ça, c'est la question de la puissance de l'État. Je pense que la CAQ est extrêmement mauvaise par rapport à ça. Endetter les futures générations. Si tu es un nationaliste, tu veux pas endetter tes futures générations, tu veux qu'elles soient fortes, tu veux qu'elles soient solides, tu veux qu'elles soient riches, qu'elles soient performantes, tu veux leur créer une volonté de puissance. Puis encore moins piger dans le fond des générations pour donner des chèques aux boomers. Hein, Mais oui, mais ça, c'est une pulsion de mort. Là, on est vraiment, sur le plan nationaliste, on est dans une pulsion de mort en faisant ça. Donc, la CAQ, dans le dead spiral. Donc, la CAQ, c'est carrément 0 sur 10 là-dessus. Bon. Maintenant, sur le plan constitutionnel, il faut rendre à César ce qui appartient. Les lois 21 et 96, pas que je les aime, c'est pas la question, mais sur le plan constitutionnel, la CAQ s'inscrit dans la mouvance plus johnsonienne, la mouvance de Daniel Johnson sur le plan de la souveraineté, c'est-à-dire ce sont des souverainistes, la branche Legault, Drainville, Barrette, là, surtout le Legault, Simon Jolin Barrette, ils sont dans la mouvance plutôt étapiste. Un peu la doctrine de Daniel Johnson, c'est-à-dire pas de référendum, parce qu'un référendum, d'un, il va être perdant, il va nous faire reculer. Puis si jamais, même s'il était gagnant, puis on a fait une chronique de plus d'1 heure là-dessus, même s'il était gagnant, il n'y a pas d'effectivité, parce que on peut pas, le Québec n'est pas considéré comme une nation opprimée et colonisée au sens du droit international. Donc là, il faut que tu te ramènes au droit interne. Puis le droit interne, ça a été déterminé par le renvoi à la Cour suprême puis la loi sur la clarté référendaire. C'est la Chambre des communes qui décide. Et là, la Chambre des communes, mettons que ils décident de est-ce que la question est claire et est-ce que le résultat est clair? Donc, même si tu avais 53 %, il pourrait dire, ouais, on ne démantèle pas un pays pour 53 %, fin de la discussion. Puis votre question, en passant, était trop alambiquée, c'était fin de la discussion. Et là, essayez d'aller chercher l'appui de Washington, puis de Londres, puis de Paris. Ouais, OK, on fera rien. Tu comprends? Donc, la mentalité, disons que ce que je ne suis pas, mais disons que j'étais un souverainiste, je trouverais l'attitude autonomiste de Legault et Jolin Barrette plus intelligente, c'est-à-dire utiliser les leviers juridiques dont la clause dérogatoire, comme ils ont utilisé avec la loi 21 et la loi 96. Ils l'ont fait de façon très habile. Ils ont été aidés par Guillaume Rousseau, qui est un avocat quand même chevronné là-dedans. Et ils ont gagné en cour d'appel par rapport à la loi. Je n'aime pas la loi 96. Je ne suis pas un fan de la loi 96. Pas du tout. Mais ils ont quand même changé de façon unidirectionnelle la Constitution canadienne, le bout qui appartient au Québec, avec cette loi-là, en utilisant la clause dérogatoire. Donc,
autant sur le plan de la puissance de l'État, je les trouve très mauvais, autant sur le plan constitutionnel, ils ont fait des choses sur le plan autonomiste. Est-ce que c'est un jeu, utiliser la clause dérogatoire? Je pense pas. Je suis vraiment pas un fan de l'utiliser à n'importe quel escient. Mais si on veut être honnête, sur le plan de l'autonomie, ils sont quand même allés assez loin. Mais ça demeure aller loin dans la perspective caribou parce qu'ils ne sont pas dans la dynamique d'Éric Duhem qui est beaucoup plus comment je peux dire, qui veut faire des alliances avec les autres provinces, qui veut utiliser Non, ben, en fait, qui le pense juste que torque le des autres. Canada, qui a une vision plus haute que le Canada, c'est pas juste Ottawa, puis à la limite l'Ontario, puis le Québec. Exactement. Donc, Éric est beaucoup plus ouvert et je pense plus brillant dans sa façon de voir les choses parce que la probabilité que le Québec soit souverain à moyen terme, je pense que c'est très faible. Et l'attitude d'Éric de vouloir faire des alliances autonomistes avec d'autres gouvernements, avec d'autres gouvernements du Canada pour faire alliance contre une ambition inéluctable d'un gouvernement fédéral, parce qu'un gouvernement, c'est toujours un gouvernement. Là. Même si vous dites Pierre Poilievre il est décentralisateur, il va essayer de centraliser quand même. C'est dans la nature c'est dans la nature des êtres humains. Si vous avez un poste de pouvoir, vous en voulez toujours plus. Donc, je pense que il y a beaucoup d'avenir dans l'approche d'Éric. Il va falloir la raffiner. Il va falloir mieux l'expliquer. Puis comme tu disais, Joey, précédemment, puis c'était bon ce que tu avais dit, c'est une question de phraser. Tu sais, les idées, c'est une chose. En parler autour d'un verre, en parler autour d'un café, puis on refait le monde, mais bien le phraser, puis bien l'amener, c'est là toute la difficulté. Ben, on revient full circle justement à notre phrasé pour ce qui est des amendements puis des différentes résolutions. Je sais que tu m'avais dit que tu n'as pas nécessairement passé sur l'entièreté parce qu'il y en a plusieurs, il y en a certains que certains ont été modifiés par des amendements, puis je pense qu'en tout cas, tu n'es pas encore à 100% du Parce moins que à les présenter, puisque c'est pas encore 100% été modifié encore une fois. Exactement, c'est-à-dire que là, s'il y a un amendement que c'est juste une phrase, c'est juste un mot ou une virgule, j'ai pas de problème à le présenter. Sauf que quand il y a des amendements qui sont assez importants, ben, je pense que c'est insignifiant de le présenter. On aura la chance de le présenter à un OK. autre moment donné. Mais il y a quand même la dernière proposition qui est celle sur le troisième lien qui vaut vraiment la peine. Ça a Ouais. été adopté à 100%. Oh! Ça, c'est le score le plus, c'est un vrai. Mais c'est quand même le fun, une fois de temps en temps, d'avoir un score bolchevique. Il y avait, dans la hiérarchie des scores bolcheviques, moi, j'en avais eu un sur une proposition en santé, c'était 98%. Après ça, Marie-Josée Elie m'avait battu. Elle avait eu, je pense, 99,5. Et là, ça, c'est quelque chose c'est un gros travail, puis je tiens à mentionner son nom parce que je sais que ça ne dérange pas que je le nomme. C'est un membre de la commission politique qui s'appelle Martin Charon, qui a fait un travail vraiment colossal sur le troisième lien. Bon, là, ne me dites pas, ouais, c'est facile, on a besoin d'un troisième lien qui passe à l'aide. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Vous avez besoin, si vous voulez le présenter devant les médias, si vous voulez aller au débat des chefs puis le présenter de façon crédible, ça prend une signature d'une firme d'ingénieurs pour s'assurer que vraiment c'est possible géologiquement. Non, c'est Faut pas que... juste du vent. Là. Non, 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 c'est vraiment pas juste du vent. Puis Martin a fait vraiment un très bon travail là-dessus qui a été révisé par la commission politique. Puis finalement, on l'a présenté aux membres. Et là, lui, il a battu tout ce qui existe, c'est 100%. Ben, Mais pour le principe, on va le lire jusqu'au bout pour vous montrer un peu oui, pourquoi c'était si je pense que populaire. je pense que c'est intéressant de le montrer parce que là, vraiment, on s'engage à ce projet de troisième lien-là. Et oui, tout à fait. Et là, je vous dis, là, il y a un document en arrière de cette page et demie. Il y a un document d'à peu près 170 pages. Tabarouette. Donc, il y a de la job en arrière de ça. Ah ouais, Il y a absolument. vraiment de la job. Bon, ça va comme suit. Le PCQ abrogera l'article 3.1 du programme, un troisième lien à l'est, et le remplacera par le texte qui suit. Nous construirons un troisième lien à l'est en passant par le centre-ouest de l'île d'Orléans. Ce troisième lien sera composé de 2 ponts, un premier déjà existant entre Québec et la rive nord de l'île d'Orléans et un second reliera la rive sud de l'île d'Orléans à Beaumont. Le tracé déjà planifié sur le versant nord pour le nouveau pont sera conservé. Ce pont remplacera l'ancien, situé à environ 120 mètres à l'ouest
du pont actuel. Le gouvernement actuel a tranché. Il comportera une seule voie de circulation de chaque côté, éventuellement une structure renforcée selon les études des cabinets d'ingénierie. Les voies d'accotement et les 2 pistes polyvalentes pour piétons et cyclistes seront également maintenues. Un deuxième pont sera construit du côté sud avec 2 voies de circulation et 2 voies polyvalentes pour les cyclistes et les piétons, comme le pont annoncé au nord. Ce pont reliera l'île d'Orléans à Beaumont en longeant la ligne de transport d'Hydro-Québec. Ce pont sera surélevé pour permettre la circulation maritime, offrant pour la première fois un accès direct à la rive sud pour les habitants de l'île d'Orléans. Des études approfondies des consultations publiques seront exigées pour déterminer l'emplacement exact du nouveau pont du côté sud, notamment en lien avec le transport en commun, les accès et les coûts de construction. Les 2 ponts seront reliés par la route Prévost. Le troisième lien passera par ces 2 ponts et le chemin Prévost sur l'île d'Orléans. Des compensations seront prévues au besoin pour les riverains affectés par la construction de ce troisième lien. La planification devra minimiser les impacts visuels sur le site patrimonial de l'île d'Orléans, ainsi que les impacts sonores pour les propriétaires avoisinantes, tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Le troisième lien des citoyens permettra un navettage plus court, plus court pour les gens de l'Est, appuiera le développement économique et le tourisme, facilitera le transport de marchandises pour les fermiers et commerçants de l'île d'Orléans, assurera la sécurité des citoyens et la circulation de services d'urgence, etc. Le troisième lien des citoyens permet de boucler la boucle, de livrer le troisième lien pour les gens de l'Est à une fraction du coût proposé par le gouvernement actuel, dans le respect des besoins des riverains, mais aussi des capacités de payer de tous les citoyens du Québec. Sa construction aura pour conséquence une diminution de 9 000 passages journaliers sur les ponts de Québec et une amélioration des heures de pointe. Exact. Donc, ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui vont nous critiquer puis dire le but ultime, ce qu'on voulait au départ, c'était faire un pont qui avait 2 voies de chaque côté. C'était ça qu'on souhaitait. Mais là, à partir du moment où tu as un engagement qui est pris par la CAQ de refaire le nouveau pont. Mais c'est ça qui est un peu con, parce qu'autant que je comprends qu'on est un peu les mains liées avec ça, mais ça va. Est-ce que je veux mon troisième lien? Absolument. C'est juste que passer un pont qui va être quasiment de 4 voies, autoroutier, puis passer à 2 par après, par définition, ça va créer. Ça ne peut pas fonctionner. Tu crées un boulot d'étranglement. Ah, c'est ça. À part qu'il y aurait moyen, tout dépendant comment le nouveau pont est construit, bien évidemment, celui au sud, d'extensionner. Je sais pas, mettons, je sais pas. C'est une question de budget. On a vraiment tout à regarder ça. C'est pour ça que je te dis là, que c'est un gros rapport. C'est une étude en soi. Puis on a discuté vraiment avec des firmes d'ingénieurs. 2 voies d'un côté, 1 voie de l'autre bord, tu es dans un boulot d'étranglement, tu nuis plus que t'aides. Ben, c'est ça. Mettons que tu vas te dire, là, tu as l'autre pont, fait que déjà, il coûte quelques milliards. Et si tu veux faire un pont à 4 voies à côté, tu tombes dans des coûts qui sont faramineux. Là. Et là, et l'engagement, ça demeure quand même l'engagement d'équilibrer le budget. Tu comprends? Donc là, il faut que tu décides entre 2 valeurs. Est-ce que tu veux ajouter, je ne sais pas moi, puis là, c'est difficile là, de regarder combien de milliards, mais ça pognerait le 15 milliards. Là. Ça pognerait là, entre 13 et 15 milliards. Comment tu vas le financer? De quelle façon? Il faut que tu aies des études aussi qui te démontrent que tu as absolument besoin d'avoir ça. Et tu n'en as pas. Ça c'est la réalité. Hein? Mm-hmm. Tu n'as pas d'études crédibles qui te montrent que tu as besoin d'un pont à 2 voies de chaque côté. C'est un peu... Mettons qu'on en avait trouvé pour justifier l'investissement puis l'endettement. On aurait pu arriver en face des citoyens puis dire, regardez, OK, on va vous endetter encore plus avec ça. Mais le besoin ne justifiait pas un endettement colossal comme ça. Mais c'est bête à dire, mais il faudrait quasiment demander à CAQ, écoutez, garde, je comprends présentement, votre pont, vous voulez le faire petit puisque vous n'avez plus de cash. Fair enough. Mais est-ce que la manière qui est construit, la forme qui est prise, le style qu'on prend, est-ce que on pourrait le construire de manière que si plus tard on a les moyens de l'extensionner? Parce que mettons, ça existe des ponts avec, mettons, des voies une en dessous de l'autre. Ça a été au lieu d'élargir ses côtés, tu sais, que mettons qu'il y ait 2 voies sur le top, 2 voies en dessous, puis je sais pas, mettons, le in est en haut, le out est en bas. Fait que tu sais, au lieu d'élargir tout le temps, fait que
je comprends, vous voulez le faire une voix de chaque bord, fair enough, mais au moins mettez la structure en place qu'il y ait une possibilité d'extension dans l'avenir, tu sais, au moins. Là. Ça, il y a une possibilité, puis ça fait partie quand même du document là, comme tel, mais là, de se mouiller avec une structure qui peut être extensionnée, c'est pour ça qu'il y a quand même, tu sais, quand tu regardes le libellé, la façon qu'on le présente, il y a quand même place à, comment je peux dire, il y a quand même place à manœuvrer à travers tout ça. C'est Là, ça, pour parce que ça. anyway, je vois pas pourquoi il se raconte, parce que de toute Mais façon, à moins que ça, parce que je pense pas que de laisser une structure qui est plus extensionnable coûterait plus cher. Puis anyway, par définition, la seule autre solution, quand ça va être le temps de vraiment extensionner, quand il va y avoir des besoins, c'est de crisser le pont à terre et en faire un autre. Rendu là, c'est au niveau. soyez donc prévoyant une fois dans votre vie, puis prévoyez donc dans 50, 100 ans, autant je veux pas mon troisième lien dans 50, 100 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Fait que je pense que c'est plus une bonne politique et pas mal tout le monde serait d'accord. En tout cas, sauf Québec Ouais, solidaire, bien parce évidemment. que faut regarder, ça a été évalué dans l'étude qu'on a commandée. Je pense que la meilleure personne pour te puis j'en avais parlé, la meilleure personne pour te répondre, ce serait Martin Charon. Si jamais ça vous intéresse d'avoir, une conversation avec lui, je suis sûr qu'il serait très intéressé. Mais c'est vraiment l'auteur, là, de l'analyse. Ah ouais. Euh, mais c'est possible. C'est pas complètement impossible, mais ça demande un investissement qui est plus important. Mais là, regarde, OK. on n'est pas demain matin à Non, construire le non, c'est troisième ça, lien, mais oui, ça pourrait être mais intéressant. ça reste une question importante parce qu'il faut que le lien, justement, soit cohérent d'un bord comme de l'autre, là, du début du trajet jusqu'à la fin. Fait que, mais Le- regarde, c'est un débat pour un autre jour. Je voulais justement terminer en terminant, avant qu'on se laisse revenir sur ce qu'on s'était dit au début, la potentialité qu'Éric se présente dans Arthabasca au lieu de Tarek Enoud, que je connais très bien, tu connais très bien aussi, qui avait été le candidat du PCQ ouais, dans Arthabasca dans la dernière élection, qui a quand même fini deuxième. Il y avait eu, je pense, au-dessus de 11 000 voix. Fait que c'est quand même pas rien. Puis c'est un très bon candidat. ouais. Écoute, un gars Il y avait eu, je pense, de 25% des voix, Tarek. c'est Ouais. ça, un gars quand même avec une pensée économique, tu sais, père de famille, sérieusement, un des plus good guys que vous avez jamais rencontré, tu sais, super Tout à fait. souriant, origine libanaise, tu sais, il est vraiment super, super fin. Je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Mais c'est ça. Fait que là, parce que je vous mets les cartes sur table pour vous mettre pour les auditeurs qui comprennent plus ou moins. C'est comme vous le savez, pas Sylvain Lévesque, c'est bon, Éric Lefebvre, l'ancien whip de la CAQ, Ouais, est désormais député indépendant parce qu'il va se présenter pour les conservateurs de Poilievre aux prochaines élections fédérales. Mais étrangement, il n'a toujours pas démissionné. Ça va se faire à un moment donné, pas le choix, surtout si les fédérales arrivent après les fêtes. Mais justement, c'est ça. Fait qu'il va y avoir une partielle dans son comté, qui est Arthabasca, qui est la région de Victoriaville, Plessisville, dans ce coin-là, pour ceux les gens qui connaissent. Et qui avait quand même été un comté, pas nécessairement dans les top 5 PCQ, mais disons que ça avait quand même fait qui avait quand même été conservateur fédéraux pendant longtemps. Tu sais, c'est Alain Reyes qui était ouais, conservateur là longtemps, avant que lui aussi tombe indépendant. C'était un peu le festival de l'indépendantisme au niveau du député dans ce coin-là. Et là, présentement, avec la partielle qui va se passer dans les 6 mois que la démission de Lefebvre va se produire, il y a deux possibilités. Soit que justement ce soit Tarek ou un autre candidat ou candidate qui prennent le relais pour le PCQ, parce que présentement, puis écoutez, je pourrais le sortir, juste pour vous mettre visuel. Présentement, c'est une lutte à trois dans Tabasco. Là. Le PCQ est quand même nez à nez avec la CAQ et le Parti québécois. Je vais vous présenter ça à l'instant pour vous mettre ça un peu en, ici, donc, les derniers chiffres datent, bien sûr, c'est des agrégats de sondage pour le 15 novembre dernier. Donc, avec une marge d'erreur de 6 à 7 pour les trois partis, tu as la CAQ à 29 le PQ à 29 et le PCQ à 25 avec une marge d'erreur de 6-7 environ. QS, PLQ ne sont pas là pantoute, on parle de 6 à 8 Mais là, ce qui se passe, c'est que justement, selon certains sondages internes, si Éric se présenterait dans Arthabasca, vu que c'est un chef de parti, même s'il n'est pas élu, il y aurait quand même un plus-value à l'urne pour la partielle. ouais. Sachant qu'on parle de quelques points de pourcentage, mais dans une lutte aussi serrée, pourrait faire la différence. Et c'est là que c'est vraiment un pari vraiment de poker. C'est que, autant de mon côté, on mise gros, mais si on perd gros, mais si on gagne gros. C'est que j'ai confiance en Eric, j'ai confiance en ses chances de pouvoir percer pour Arthabasca. Parce que si, je vous donne les deux scénarios. Si Eric y va,
et on gagne Arthabasca dans la partielle. Souvenez-vous que le début de la montée de la CAQ qui était à l'élection partielle de Louis Hébert en 2016-2017, je crois, quand Geneviève Guilbeault avait gagné son comté dans la région de Québec. Et c'est ça qui a commencé la vague caquiste qui est arrivée par la suite, le gouvernement caquiste en 2018. Fait que tout ça a commencé avec une partielle. C'est souvent même que ça fonctionne. T'envoies un signal de force que, wow, le PCQ gagne une place. Étrangement, les gens sont plus intéressés à savoir ce que le parti pense ou ils embarquent dans la vague. C'est assez spécial, assez compliqué un peu. Mais ça nous donne un Christy de boost. Également, si Éric gagne, il a son siège à Nasnat, même si c'est pour moins d'un an, ben ça nous met davantage en avant des médias. Ça donne un accès à la tribune de l'Assemblée nationale, contrairement à la tribune de la presse, qui est beaucoup plus médiatisée. Ça donne l'occasion à Éric de poser des questions en chambre, même s'il n'y en aura pas 36 000 non plus. Ça nous donne griffement beaucoup plus de reach et de visibilité. Du moins jusqu'à l'élection, et qui nous risquerait de nous propulser vers, justement, une élection générale en 2026 qui risque de nous booster à ce niveau-là. Par contre, si Éric perd, et c'est là que c'est la grosse mise, que tu gagnes gros, mais tu perds gros aussi. Si le chef de parti, qui est Éric Duhem du PCQ, se trouverait à perdre dans une partielle à moins de 2 ans d'une élection générale, ça peut donner une Christie de gifle d'en face au PCQ, dans le sens que, tu sais, ça y enlève de la légitimité si crime ce gars-là, tu sais, ce gars-là Tu ne seras pas à moins de 2 ans, tu vas être à moins d'1 an. Moins d'un an, fait qu'imagine. Fait que ça donne une Christie de perte de légitimité parce que c'est le monsieur, madame, tout le monde se dit ce gars-là veut gouverner le Québec, il n'est même pas capable de se faire aider dans une partielle alors qu'il est chef d'un parti puis qui a autant les mêmes chiffres que Québec solidaire, tu sais. Fait que c'est pour ça que même si ça serait par un minuscule pourcentage, peut-être à la limite, ça le sauverait un peu. On ne parlerait pas d'une défaite cuisante, là. Mais c'est ça. Ça dépend de l'intensité de la défaite. Puis je te dirais, tu sais, moi, je sépare ça en quelques points ici, là, principalement 3 points. Je te dirais, le premier point, tu as très bien, puis là, j'ai rien de plus à dire par rapport, tu as expliqué en quoi ce serait idéal que le chef gagne. C'est-à-dire, là, à partir de ce moment-là, si on a une seule personne à choisir pour être à l'Assemblée nationale, c'est lui, on s'entend. Non, c'est le meilleur communicateur, c'est lui qui a le plus de flair politique, c'est lui qui a l'expérience dans ce domaine-là. C'est lui qui a le plus d'expérience, c'est lui qu'on veut. Donc, tu sais, on s'entend. Et là, ça donnera un boost total. Et il n'y a plus personne qui pourrait y dire, comme Mme Gazal, qui n'a pas de légitimité à être dans des entrevues, là, parce qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc là, tu sais, ça clouerait le bec à plusieurs personnes, puis c'est vraiment l'idéal. Bon, maintenant, les problèmes. Tu as 2 problèmes. Deuxième point, mais ce deuxième point-là est séparé en 2 points aussi. Tu as 2 problèmes. Tu as un problème qui est temporel et tu as un... commençons par le problème qui est temporel. Ça dépend quand. Disons que l'élection est déclenchée, je ne sais pas moi, le gouvernement fédéral le gouvernement Trudeau se fait renverser en février, mettons. Et là, François Legault a 6 mois pour déclencher la partielle au fédéral. Parce que le candidat de la CAQ qui va se présenter au fédéral ne pourra pas, là, à partir de ce moment-là, il ne pourra pas se représenter au provincial. Donc, à partir de ce moment-là, lui va démissionner et il va avoir une partielle, mais François Legault va avoir 6 mois pour la déclencher. Il peut la déclencher quand il veut, mais disons qu'il va 6 mois plus tard. Ben là, ça fera en sorte que ça arriverait fin de l'été prochain. Ah, sérieusement. T'es un petit peu plus qu'un an de l'élection. Donc ça, temporellement parlant, Éric aurait le temps de le faire à ce moment-là. Mais disons que ça va jusqu'au bout, OK? Disons que le gouvernement Trudeau persiste jusqu'au bout. Ça veut dire, c'est quoi? Ça voudrait dire automne 2025? Ouais, dans un an. Dans un an, donc automne 2025. À partir de ce moment-là, François Legault a 6 mois, ça irait au printemps 2026. Éric, à partir de ce moment-là, il est à 6 mois de l'élection fédérale. Il n'a aucunement le temps de se présenter. Non, c'est ça. Fait qu'il va présenter quelqu'un d'autre, c'est ça. Tu comprends? Donc ça, il y a l'aspect temporel. Mais mettons que ça arrivait là, bientôt, dans 6 mois. Là, il y a un renversement du gouvernement juste après les fêtes, puis ça arrive dans 6 mois, l'été prochain. Il y aurait le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'affronterait pas un simple candidat. Ben non, il n'affronterait pas. Parce que là, tu es dans une partielle et toute l'attention médiatique est sur toi. Son adversaire, ce serait Paul Saint-Pierre Plamondon. Personne ne connaîtrait le candidat d'Arthabasca pour le PQ. Les gens ne le connaîtraient même pas.
il affronterait directement Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même, qui est la coqueluche des Québécois à l'heure actuelle. C'est ça, en Donc, gros, il se présenterait pas dans le comté, mais il dépasserait le débat local ben oui, pour ben aller au oui, ben national. oui, ben oui. Mais Non, Paul Saint-Pierre Plamondon, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'il se non, présenterait. non, je sais ce que tu veux dire, mais juste Ouais, pour le bénéfice des auditeurs, là, c'est absolument. ça. C'est-à-dire que ça dépasserait de très loin, comme tu l'as bien exprimé, le débat local. Ça deviendrait un débat national. Ce serait Éric contre PSPP. Mmh. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'Éric est meilleur, mais la coqueluche des Québécois à l'heure actuelle, c'est PSPP. Donc, tu as quand même un gros danger. Et là, le troisième point, c'est quelles sont les conséquences de la défaite. Conséquences de la défaite, si tu perds comme en Beauce avec 200 votes de différence ou 400 votes de différence, ben là, tu vas dire, OK, il a fait vraiment une chaude lutte, il était vraiment solide. Mais si tu perds, si tu fais encore 26 puis l'autre fait 40 là, les conséquences sont désastreuses pour le parti. Non, c'est ça, là. Tu comprends? Donc, Ça met le parti en position de faiblesse pour les prochaines élections après, tout dépendant du timing de la dite élection en passant, là. et là, Mais c'est pour ça, mais faut que tu sois capable de gagner quand même. Quand tu regardes là, la différence, PCQ, quand même 5 points de retard, c'est tough. Là, remonter 5 points, c'est très, très, très tough. Là. Tes probabilités de gagner quand tu es 5 points en retard, je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais sont quand même faibles. Il faut être réaliste. Tu as des circonscriptions qui sont beaucoup plus gagnantes dans la région de Québec. Tu as les 2 Beauces, mais ça appartient à des Beaucerons, on s'entend. non, c'est ça, mais Mais c'est tu pas en as quand même d'autres qui sont gagnantes à l'heure actuelle, puis que ce serait beaucoup plus intéressant, tant qu'à moi, que le chef se présente dans ces circonscriptions-là, parce que il y aurait une probabilité beaucoup plus élevée d'être un vrai 4 ans à l'Assemblée nationale, dépendamment si le gouvernement est minoritaire ou majoritaire. Moi, ce serait mon conseil, personnellement. c'est ça, mais autant que c'est pas le comté le plus favorable, en même temps, c'est pas le pire. Tu sais, même mon propre comté natal, Côte-du-Sud, est pire qu'Arthabasca en termes de possibilité de gagner, là, tu sais. Fait que autant que Ouais. c'est 5 points, mais mettons qu'Éric, par sa simple présence, nous en donne un 2,5-3. 2 points et quelques 3, ça devient gérable, tu sais. C'est du Fait que poker. c'est C'est ça, du puis poker. c'est un comté qui a été justement caquiste longtemps, mais tu sais, ça a été conservateur fédéral longtemps aussi. Par contre, il y a l'enjeu vraiment local, là, supposément que le monde de Tabasco, surtout la gang de Victoriaville, là, supposément genre qu'ils font élire uniquement un peu comme les Beaucerons, ils font élire Faut que tu majoritairement pas. des gens de local. Là. Tu sais, Faut le que tu, maire de 6 présence, tout le temps la place, puis le maire, puis le député. Tu sais. Le faut que tu te poses parachutage, ça. ils ont l'air à moins triper, mais regarde, who knows, on va le savoir C'est si ça. jamais. Moi, moi, je serais d'accord qu'Éric y aille, mais comme tu te dis, tout est une question de timing, puis de combien de temps il y reste avant l'élection. C'est une occasion, je pense, qui n'est pas manquée. Les partiels, il n'y en a pas tous les jours, puis justement, ils sont majoritairement aléatoires. Tu sais, il va y avoir aussi celle-là de Terrebonne, vu que Fitzgibbon est parti, mais ça, bien évidemment, on le sait d'avance qu'on ne la gagnera pas, mais on va quand même essayer de faire un bon résultat malgré tout, si on peut faire rendre ça un petit peu plus visible. Par contre, dernier point, puis ça, je ne sais pas si on va faire un projet de loi là-dessus, là, mais pourquoi c'est le PM qui décide quand est-ce qu'une élection partielle se fait? Pourquoi c'est pas le directeur des générales des élections qui a un protocole à suivre, puis c'est lui qui tranche? Tu sais, c'est un outil politique par définition. On voit que le PM, tout d'un coup, se transforme en membre neutre représentant de la démocratie, puis décide quand est-ce que la partielle va se faire. Tu devrais même pas toucher à ça. Ben, Même si ce serait Éric Duhem au pouvoir présentement, j'aurais le même discours. tu C'est peux pas au m'en. PM de Ouais. décider quand est-ce, de manière politique et agréable, quand est-ce que les gens doivent aller aux urnes. C'est le directeur général des élections qui devrait décider ça. Ça, on parle de, c'est ça, c'est une genre de réforme parlementaire. Ben écoute, je t'invite à étudier le phénomène puis de m'envoyer une proposition, Joy. Puis je vais étudier ça. Je vais peut-être la présenter au Ben, prochain congrès. ça serait pas une proposition très longue, là, tu sais. Non, ben non, ça peut, mais Faudrait tu sais, juste il faut savoir c'est quoi ça tout vient à de fait, quelle loi, puis de quelle règle, puis tout à depuis fait. combien de temps c'est là, parce que moi, je comprends pas. Je Fait pourrais que, pas te répondre, honnêtement. Là, j'ai pas étudié tu ce sais, toutes les phénomène-là. autres Ouais, élections, j'ai le pas. processus du financement des partis politiques, l'affichage de trucs, c'est tout le directeur général des élections, mais les partiels, c'est le PM. Mhm. Tu sais, c'est Ouais, comme, d'où c'est que ça sort, ça? Fait que, non, je suis bien ça curieux. vaudrait la peine. Écoute, envoie-moi une proposition. Étant donné que le PM a trop de pouvoir, ça va s'écrire naturellement, j'ai l'impression. Écoute, merci beaucoup, Karim. Bon retour avec toi Ça me fait plaisir. dans le show aussi. On va se revoir la semaine prochaine. Normalement, tout devrait être good, là. C'est ça, je ne repars pas en vacances, du moins pour un certain temps. Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Karim et Joey dans Yann et Frank. Fait que prenez soin de vous, tout le monde. Passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bonne semaine.